1969, guerre du Vietnam. Deux soldats américains, Luke Devroe et Andrew Scott, s'entretuent après une violente confrontation. Devroe, joué par Jean-Claude Van Damme, est un soldat noble et respectueux. The village was cleared. These people are innocent. Tandis que Scott, joué par Dolph Lundgren, est devenu psychotique, allant jusqu'à tuer n'importe qui à cause de sa paranoïa. They're all fucking traitors. Turn around, they stab you in the back. Les deux sont ensuite secrètement réanimés dans le cadre du programme Universal Soldier, qui transforme des soldats morts en machines de guerre presque indestructibles, obéissant aveuglément aux ordres. Des années plus tard, Devroe et Scott sont déployés en tant qu'unisol dans des missions spéciales. Cependant, des fragments de leurs souvenirs commencent à refaire surface, particulièrement ceux liés à leur confrontation fatale au Vietnam. Devroe, réalisant peu à peu qu'il n'est pas qu'une simple machine, tente de retrouver son humanité et de s'échapper du programme. Scott, par contre, succombe à sa folie et devient un antagoniste dangereux, cherchant à éliminer Devroe tout en semant la terreur. They're everywhere. Bon, autant être direct, Universal Soldier n'est clairement pas un chef-d'œuvre. Réalisé en 1992 par Roland Emmerich, le mec qui est capable du meilleur comme du pire, c'est l'exemple typique du film ni bon ni mauvais, que ce soit au niveau de la mise en scène, de la musique, du jeu d'acteur ou même de l'histoire. Ça en fait un long métrage aussi agréable qu'oubliable. La thématique du film est pourtant vraiment intéressante sur le papier, même si elle emprunte énormément à Robocop. Mais elle n'est jamais réellement développée. Ce qui est frustrant parce qu'en creusant vraiment profondément, mais alors là il faut vraiment aller super loin, on peut trouver des choses pertinentes. Le fait que les Unisols soient des êtres totalement déshumanisés et sans identité, qui doivent obéir aux ordres d'un gouvernement qui ne se mouille jamais, c'est un parallèle évident avec toutes les guerres qui ont lieu dans notre réalité. Ils ne savent même pas pourquoi ils font les missions qu'on leur impose, mais c'est normal car ils sont incapables de faire des choix moraux. Cela soulève une question que l'on peut se poser, y compris dans notre monde actuel. Est-ce que les soldats dans une guerre peuvent réellement avoir un libre arbitre? Sachant qu'à une époque, si vous aviez le malheur de désobéir aux ordres ou de contester l'éthique de tout cela, vous pouviez vous faire tuer ou vous faire remplacer aussi facilement. Car les soldats ne sont que des chiffres dans ce genre de contexte. Il y a plein d'idées valables en soi. Les conséquences de la guerre, le transhumanisme, l'identité. Mais la surface est à peine effleurée pour se contenter d'un simple petit film d'action standard avec quelques touches comiques de temps en temps. Mais si le premier film ne cassait pas des briques, la suite des événements va encore plus plomber sa réputation. Des téléfilms navrants et une première suite entre guillemets officielle avec Van Damme à la fin des années 90, qui était tellement mauvaise qu'on se disait que c'était définitivement fini pour cette licence, désormais synonyme de mauvais film. Et pourtant, un miracle va se produire, et paradoxalement c'est dans le domaine du DTV qu'il aura lieu. Durant les années 2000, personne ne pouvait s'imaginer un quelconque retour pour Universal Soldier, et encore moins avec Van Damme et Lundgren dans les rôles titres. La saga n'avait plus rien de lucratif, et les acteurs principaux devenus has-been étaient désormais condamnés à enchaîner les DTV pourris qui n'intéressent pas grand monde. Mais un film en 2008 va bousculer les choses et redonner un peu d'espoir à un destin que l'on croyait tout tracé, JCVD de Mabrouk El Mekri. Tu m'as donné mon rêve. Je l'ai demandé. Et je t'ai promis quelque chose en échange. Je l'ai pas encore délivré. Toi t'as gagné, moi j'ai perdu. Alors le film n'est pas un succès au box-office, bien au contraire, mais permet à Van Damme de renouer avec le grand écran et surtout de montrer à tout le monde que c'est un véritable acteur qui peut jouer des rôles dramatiques poignants. Au point que le Times ira même jusqu'à dire que la performance de Van Damme est la meilleure de l'année, avec celle d'Heath Ledger dans The Dark Knight. Eh ouais, rien que ça. Reboosté par ce succès d'estime et ce possible nouvel élan à sa carrière, l'acteur se dit alors qu'il doit creuser un peu plus sur ce terrain-là afin de retrouver une crédibilité dans le milieu. C'est ainsi qu'il va refuser un rôle dans Expendables, jugeant que son rôle manquait de profondeur, et optera plutôt pour un retour dans Universal Soldier, sentant que la thématique de la licence pouvait être intéressante en tant qu'acteur si elle était utilisée à bon escient. Et c'est là qu'on a eu droit aux deux véritables suites du premier film, effaçant les erreurs du passé pour former une véritable trilogie à part entière. This time, Andrei the Pitbull Arlovsky and Dolph Lundgren again take on Jean-Claude Van Damme in the final showdown. Universal Soldier Regeneration. En 2009 sort donc le deuxième film de la saga,
Universal Soldier Régénération, souvent à tort désigné comme étant le troisième volet à cause de la première suite désastreuse avec Van Damme, le combat absolu. Alors que c'est bel et bien la véritable suite du premier film et qu'il ne prend jamais en compte les autres productions qui ont pu exister. What have you done, Luke? I don't know. Des terroristes tchétchènes kidnappent les enfants du premier ministre russe et prennent le contrôle de la centrale de Tchernobyl. Le programme Universal Soldier étant arrêté depuis plusieurs années, et les derniers Unisol encore actifs ayant été tués lors de la dernière mission, il ne reste plus qu'un seul Unisol encore vivant capable d'exécuter cette mission, Luke Devro. Where am I? Oui, parce qu'il devra faire face à la nouvelle génération d'Unisol, le NGU, dans un combat qu'il ne veut pas mener pour aider le gouvernement, mais pour être enfin libre de son emprise. Assuming he survives, there'll be no controlling him, no communication hookup. He'll know only what he's been programmed for, to find those kids and stop the detonation. Bon, pendant des années, j'ai refusé de jeter un œil à ce film, parce que j'étais persuadé que ce serait une merde. Faut dire que c'est la suite DTV d'un film plus ou moins connu qui sort plusieurs années après, et en général, c'est rarement bon signe. L'effet Papillon 2, Donnie Darko 2, Starship Troopers 2, Peur Bleue 2... Et si on veut rester dans le domaine Van Damme, on peut citer ceux-là aussi. Ça donne envie, hein. Bref, comme beaucoup, j'ai jugé cette suite sans la voir. Et j'aurais clairement pas dû parce que bon, même si c'est pas un excellent film, je le trouve infiniment plus intéressant que ce que l'on veut bien faire croire. À la réalisation, on retrouve un documentariste du nom de John Hyams, le fils de Peter Hyams. Et si vous suivez avec assiduité la chaîne, comme vous devriez le faire, bande de petits coquinous, ce nom doit vous être familier, car Peter, c'est le responsable de la surprenante suite de 2001, l'Odyssée de l'espace. Fort de ses 40 ans d'expérience derrière lui, Peter n'hésitera pas à aider son fils lors de la production de cette suite, en tant que directeur de la photographie, c'est-à-dire celui qui tient la caméra. Et ensemble, ils vont faire un excellent boulot. On a ici une mise en scène étudiée pour faire plus documentaire, et donc plus immersive lors des scènes d'action. Ce qui est cohérent avec le passé de documentariste du réalisateur. Contrairement au premier film, l'approche est plus brute, plus viscérale. Et malgré le manque de budget, le réalisateur se permet même quelques moments de bravoure assez étonnants dans ce genre de production. Le film s'ouvre par exemple sur un plan séquence servant de crédit d'ouverture, assez long. Plan séquence qui se conclut par un accident de voiture qui vient comme un coup de poing dans la gueule. Ça a l'air de rien, mais vu la logistique qu'il faut réussir à appliquer dans un tournage où le budget est tellement restreint qu'il ne faut pas perdre de temps, je dis chapeau de l'avoir fait. Et il réitère l'expérience plus tard avec un passage qui fait très jeu vidéo pour le coup, où Luke Devro bute les uns après les autres les ennemis qui s'opposent à lui. C'est franchement cool ce genre de passage et ce n'est jamais trop appuyé. C'est assez naturel quand ça arrive et on ne s'en rend presque pas compte. Tout le film est pensé de cette manière. Être le plus efficace possible et faire en sorte que la mise en scène, malgré le manque de moyens, sublime un maximum ce que les cascadeurs font à l'écran. Aucun trucage numérique n'a été rajouté, du coup les explosions sont réelles et les cascades aussi. Certaines sont d'ailleurs absolument bluffantes, genre celle-ci. Je le répète, aucun trucage numérique. De toute façon, ils avaient pas les moyens de le faire. Il fallait que tout soit sur le tournage directement. D'où l'idée géniale de faire directement appel à des catcheurs ou des praticiens d'arts martiaux pour le rôle des Unisols. Étant donné que ce ne sont pas des rôles qui demandent de montrer des émotions à l'écran, autant utiliser pleinement leur qualité physique. Pas besoin de gruger avec des doublures, les cascadeurs sont déjà à l'écran. Ce qui renforce le réalisme des séquences de combat. Franchement, je trouve que pour un DTV avec un budget ridicule de 8 millions de dollars, les scènes de fight ont limite plus de gueule que les autres films d'action de l'époque. A titre de comparaison, Fast and Furious 4 a coûté 85 millions, Die Hard 4 et La Vengeance dans la peau 110 millions, et Quantum of Solace 230 millions. Oh putain la vache. Bon pour ce dernier, j'ai vraiment envie de dire... Où va l'argent ? Pour faire des économies, le film a donc été tourné en Bulgarie. Ce qui n'est jamais bon signe en général, car si on prend la liste des films américains tournés dans ce pays... Ouais, ça fait peur. Parce que faut dire ce qui est, la Bulgarie c'est pas vraiment le plus beau pays au monde pour des tournages. Sérieux, même Mark Walter avec Mr. V a été tourné en Bulgarie. Mais malgré ça, l'équipe du film s'est démerdée pour trouver des décors qui ont de la gueule, qui racontent une histoire à eux seuls. This is a location where it's impossible to point a camera at a boring looking thing. It's just the most remarkable sculpture, both in terms of size and shape and the shadow and light and
It's both intimidating and in a very strange way, it's quite beautiful. Du coup, c'est limite même miraculeux que le film s'en sorte aussi bien à ce niveau-là. On sent que les techniciens ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient avec le peu qu'on leur a donné. Et le budget minuscule, ne se voit pas tant que ça. Contrairement à d'autres DTV du genre où tout est bâclé le plus vite possible pour ne pas perdre de temps. Parce qu'un budget limité, c'est pas juste un manque de moyens, mais aussi et surtout un manque de temps et une gestion du planning infernale afin de rester dans les clous. Et Universal Soldier Régénération n'a pas dérogé à la règle. Oui, parce que pour des raisons marketing, les producteurs ont décidé à la dernière minute de faire revenir Dolph Lundgren dans ce film, alors que le scénario était déjà terminé à ce moment-là. Il faut donc réécrire le tout à la hâte afin d'incorporer Lundgren dans l'histoire suffisamment longtemps pour le mettre sur la pochette du DVD, mais pas trop non plus vu qu'il est déjà bien trop occupé sur le tournage d'Expendables. C'est un bordel. Le personnage d'Andrew Scott revient donc, mais pour un temps d'écran limité, juste en tant que menace supplémentaire avant le grand final face au NGU, qui lui est le véritable antagoniste du film. Bon, abordons le sujet maintenant qu'on y est, le retour de Van Damme et Lundgren 20 ans après. Je trouve qu'ils s'en sortent admirablement dans leur séquence de combat. Alors oui, ils ont clairement besoin de doublure, ils avaient la cinquantaine au moment du tournage après tout, et oui, le combat entre les deux ne dure que 2 minutes, ce qui peut s'avérer assez décevant. En même temps, c'était difficile d'avoir réellement plus vu les conditions que j'ai expliquées plus tôt. Mais bon, vous savez quoi, je préfère un combat court mais bien fait, plutôt qu'un certes long, mais peu passionnant. Comme dans le premier film par exemple. Ouais, je suis désolé mais j'ai jamais trouvé ce combat très palpitant. Entre l'abus de ralenti par-ci par-là et surtout la musique un peu pourrie qui a tendance à en faire des caisses. Je n'y trouve pas mon compte. Alors que dans cette suite, non seulement il n'y a pas de musique, ce qui est assez osé en soi, mais en plus ça a beau être court, c'est prenant et vraiment impressionnant. Tu sens vraiment la puissance des coups, bien renforcée par un travail sur le sound design absolument magistral dans ce film. On n'en parle pas assez, mais il n'y a rien de pire qu'un combat où on ne ressent pas le moindre impact. Mais aussi le décor qui part en miettes, la violence de la chorégraphie, etc. Et tout ceci est parfaitement en accord avec le ton plus sombre de cette suite. Cet aspect plus pessimiste est renforcé par la photographie, plus terne et froide que dans le premier film. Ici les couleurs sont plus monochromes avec une utilisation plus importante de la lumière naturelle dans certaines séquences. Même la musique, on est loin de la bande sonore de blockbuster du premier. Là on sent qu'on est dans une atmosphère beaucoup plus tendue. Bref, je pense que vous l'aurez compris, dans ce film on n'est clairement pas là pour rigoler. Si dans le 1 il pouvait y avoir des passages de comédie un peu obligés dans ce genre de production calibrée pour le plus grand nombre, dans cette suite tout est plombant du début à la fin. On est dans une vraie ambiance de guerre pesante à chaque instant. Aucun personnage n'est là pour s'amuser, c'est tuer ou être tué, pas autrement. Pas de blague, pas de sourire. Et surtout, là où ce deuxième film est assez couillu, c'est qu'il contredit presque le happy end forcé du premier film avec le personnage de Luc Devreau. À la fin, Luc il avait vaincu le méchant, il semblait avoir retrouvé pleinement son humanité, et il était prêt à vivre à nouveau normalement avec ses parents et la femme qu'il aime à ses côtés. Sourire, clap de fin, générique, et c'est plié. Sauf que ça, c'est une fin de film hollywoodien. Et la suite des événements va nous faire comprendre que les choses ne sont pas si simples que ça en fait. Parce que même si Devreau avait retrouvé un brin de conscience, il reste une création du gouvernement. Et par conséquent, il ne pourra jamais avoir une vie normale. C'est naïf de penser ça. Ce n'est plus un humain. Son humanité, on la lui a enlevée. Régénération suit exactement cette logique-là. On retrouve un Luc Devreau complètement perdu, déconnecté de la réalité et qui n'arrive pas à vivre normalement. Incapable de gérer correctement ses émotions et influencé par le protocole militaire à outrance qu'on lui a foutu dans le crâne, le personnage en est devenu imprévisible, paranoïaque et insociable. How do you feel? Helpless. Il est complètement bousillé psychologiquement. Il n'a pas de passé, pas d'avenir. Il n'a littéralement aucune raison d'exister, si ce n'est être un soldat au service d'un gouvernement auquel il n'adhère pas forcément, ce dernier ayant ruiné sa vie et sa mort. Lorsqu'il est à nouveau utilisé de force pour exécuter une mission qui ne le concerne pas, il est juste vidé, ayant à peine la force de lâcher une larme de saturation. Il ne fait pas ça par conviction, comme beaucoup de soldats avant lui. Et c'est pour ça qu'à la fin du film, il n'y a pas vraiment de gagnant.
lorsque Luke réussit sa mission en éliminant le NGU après un combat difficile, pas de musique héroïque, pas de joie, que dalle. Juste un silence de mort pesant et une inexpressivité constante qui en dit long. Il n'a pas de maison, pas de famille, et doit fuir un gouvernement qui cherchera sans doute encore à l'utiliser contre son gré. Le programme Universal Soldier étant relancé à la suite de cette mission, avec des soldats morts qui n'ont rien demandé à nouveau, notamment le NGU et Andrew Scott, qui ne pourront toujours pas reposer en paix. Là, c'est trop pour Luke, qui ne veut plus que les Unisols restent des pantins sans libre arbitre. C'est à partir de là que la rébellion se mettra en marche pour retrouver la liberté. Pendant longtemps, je pensais que Régénération n'était qu'une étape à passer rapidement pour arriver à ce qui nous intéressait réellement, c'est-à-dire le film suivant. Les critiques négatives m'ayant convaincu qu'il n'y aurait pas grand-chose à dire sur le film. Eh ben, je m'étais trompé. Et force est de constater qu'il est infiniment plus pertinent que je ne le croyais. Oui, ce n'est qu'un des TV fauché sur la forme, mais il s'avère nécessaire par rapport à ce qui va suivre ensuite. Et là, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Pitié YouTube, ne me censure pas. En 2012 sort donc le troisième et dernier volet de la licence, Universal Soldier, le jour du jugement, toujours réalisé par John Hyams et toujours avec le même petit budget. Le seul changement majeur dans la production de cette suite, c'est qu'elle est tournée aux États-Unis cette fois et pas en Europe de l'Est. Après les événements de Tchernobyl et la réouverture du programme Universal Soldier, Luke Devro a décidé d'agir en libérant tous les Unisols du contrôle du gouvernement. You're no longer a slave to the government. Ces soldats rebelles vont alors rejoindre un groupe séparatiste dirigé par Devro lui-même, leur but étant d'établir un nouvel ordre et éliminer les gens qui les utilisaient. Sauf que dans ce film, contrairement au précédent, nous ne suivrons pas le point de vue de Luke, mais celui d'un nouveau personnage. Ce qui va rabattre absolument toutes les cartes et nous faire douter du héros que l'on suit depuis le début. Le jour du jugement se concentre donc non pas sur Luke, mais sur John. Un homme amnésique qui ne se souvient que d'une seule chose: sa femme et sa fille se sont fait assassiner sans raison par Devro. John va donc tout faire pour se venger et retrouver le meurtrier de sa famille. Notre héros a-t-il basculé dans le côté obscur? Peut-on faire confiance aux souvenirs de John qu'on ne connaît pas et qui ne se connaît pas non plus? You remember anything before the incident? Memory loss is to be expected. Bon, si je vous dis Universal Soldier, vous allez sûrement vous attendre à un actionneur classique de vidéoclub. Et c'est ce que je pensais aussi. Jusqu'à ce que je vois ce troisième volet. Je vous demande de me croire quand je vous dis qu'avant ce film, je n'avais jamais vécu une telle surprise. Un tel choc par rapport à mes attentes. Des films qui nous prennent à contre-pied, ça existait déjà avant. Mais tu ne t'attends clairement pas à le vivre en regardant un Universal Soldier, quoi. Parce que le jour du jugement n'a absolument rien à voir avec ses prédécesseurs. Loin de la ligne claire du premier ou même du réalisme brut de Régénération, ici on est presque dans un film d'horreur malsain, voire cauchemardesque. Et je n'exagère pas en utilisant ces mots. Dès la scène d'ouverture, le ton est donné. On démarre sur un plan séquence en vue subjective qui nous introduit un personnage qu'on n'avait encore jamais vu, et puis sans crier gare, on assiste à l'irruption d'une violence extrême qui vient tout détruire. Une famille innocente se faisant massacrer par Luke Devro, celui qui était notre repère jusqu'à présent. C'est choquant, dérangeant, et pourtant filmé avec une maîtrise clinique glaçante. Une scène brutale et froide qui nous fait comprendre une chose dès les premières minutes: ce film ne sera pas comme les autres. John Hyams n'essaie plus de faire un film efficace. Il cherche à perturber, déranger, désorienter, et il y arrive. La violence est encore plus exacerbée par rapport à l'opus précédent. Le film ne met jamais de gants et décide d'y aller à fond. C'était pas pour rien que j'ai dit que Le jour du jugement peut être considéré comme un film d'horreur. Plusieurs images de long métrage sont violentes, perturbantes et glauques. On est dans un cauchemar éveillé tout le long, comme si on était piégé dans l'esprit d'un homme qui perd pied avec la réalité. On est constamment dans un entre-deux, à mi-chemin entre le rêve et le réel, entre le souvenir et la manipulation. On ne sait jamais ce qui est vrai. John est-il une victime ou un pion? Est-ce vraiment Luke Devro le responsable? Ou est-ce une construction mentale implantée par le gouvernement? You believe
I did. Then I did. John, c'est un personnage qui semble classique au premier abord. L'archétype du héros de vengeance dans la plupart des films. Un homme brisé, un père de famille à qui on a tout pris et qui n'a plus qu'un objectif en tête, retrouver celui qui a massacré les siens. Sauf que très vite, on comprend que ce n'est pas si simple. You never had a family, John. They never really existed. Il n'a pas été traumatisé, il a été créé. Son passé, ses souvenirs, ses émotions, tout a été implanté. C'est un pantin conçu pour tuer Luc Devreau, avec une raison suffisamment profonde pour aller jusqu'au bout. Seulement voilà, ce qui rend John intéressant, c'est qu'il ne se résume pas qu'à ça. Malgré tout, malgré le fait qu'il ait été fabriqué, qu'il ne soit qu'un outil, il cherche désespérément à comprendre qui il est. Et c'est ça qui le rend tragique. Ce n'est pas juste un soldat, c'est une coquille vide qui veut devenir quelqu'un, qui se raccroche à la seule chose qui pourrait lui donner une raison d'exister, la vengeance. Il est à la fois le bourreau, la victime et l'arme. John, c'est le reflet ultime de ce que sont devenus les Unisols. Des corps sans mémoire, sans but, à qui on a collé une identité artificielle, juste pour leur donner une direction. Et dans cette quête absurde, il devient l'incarnation même de la perte d'identité. Dans le premier film, on faisait croire à des humains qu'ils étaient des machines. Cette fois, on fait croire à une machine qu'il est humain. You were designed with selfish motivations. Loyalty to family, not country. John aurait pu et aurait dû même être l'antagoniste de cette histoire, étant donné qu'il est contre Luc Devreau. Sauf qu'en changeant le point de vue, les choses basculent. Et on finit par constater que Luc ici n'a plus rien à voir avec le héros tiraillé des films précédents. You're only killing your own father. Ce n'est plus qu'une silhouette, un spectre. Il s'est rasé la tête, il porte un regard vide, des habits sombres, et il dégage quasiment une aura de messie. On ne sait pas s'il est devenu un tyran ou un libérateur. Il est devenu ce qu'il haïssait, un chef de guerre, une figure quasi religieuse qui embrasse la violence comme une fin en soi. Il a beau être contre le gouvernement à juste raison, on ne peut pas cautionner tout ce qu'il fait. Et c'est ça qui est terrible. Son combat a été perdu d'avance depuis le début. Se battre, c'est devenir comme eux. Abandonner, c'est devenir un esclave. Certes, grâce à lui, de nombreux soldats ont été libérés, entre guillemets, mais ils se retrouvent complètement perdus, sans mission à exécuter, sans raison de vivre. Et livrés à eux-mêmes, que font-ils ? Ils paient pour qu'on leur inflige de la douleur dans des boîtes BDSM. Pas pour le plaisir, le sexe ou la déviance, mais juste pour sentir quelque chose. Ce n'est plus de l'érotisme, c'est du désespoir. Là où Régénération adoptait une approche brute, documentaire avec une caméra au point pour renforcer l'immersion, le Jour du Jugement fait un virage à 180 degrés pour proposer quelque chose de beaucoup plus stylisé, plus cinématographique, presque onirique à quelques moments. On a beau avoir exactement le même budget ridicule que le film précédent, visuellement, le long métrage est remarquable. On est dans une esthétique crue, parfois glauque, souvent hypnotique. Les éclairages sont plus réfléchis, les couleurs sont plus saturées, et les contrastes sont plus appuyés. On sent une vraie intention de mise en scène, un travail sur la composition de chaque plan. Il y a carrément des plans qui font penser à du Gaspar Noé, et d'autres qui évoquent David Lynch. T'es dans un Universal Soldier, il faut le faire quand même. Le mec passe littéralement en mode auteur radical. Il ose même ralentir le rythme. Il n'a pas peur du silence. Il laisse ses plans respirer. Il installe une ambiance. I'm seeing things. I'm seeing things that aren't even there. C'est d'ailleurs un style qu'il va conserver pour les 2 seuls films qu'il a sortis après celui-là. Mais nous sommes quand même dans un Universal Soldier. Et bien entendu, les scènes d'action sont toujours présentes. Parce que même si le Jour du Jugement s'éloigne du modèle du pur actionneur, les bastons, quand elles arrivent, te scotchent au mur. Hyams reprend tout ce qu'il a appris sur Régénération et le pousse à l'extrême. Chaque coup porte, chaque impact fait mal. Tout est tourné en caméra large avec une lisibilité exemplaire, sans recours excessif au montage épileptique qu'on trouvait dans 95% des blockbusters de l'époque. Hyams se permet même de faire un autre plan séquence encore plus poussé que le film précédent. Un plan séquence truqué certes, mais où l'interprète de John, Scott Adkins,
nous démontre toute l'étendue de son talent, dans une séquence juste dingue. Et que dire du combat final entre John et Luc Devreau, qui est d'une violence inouïe. Un duel qu'on ne veut pas voir, aucun des deux ne méritant de mourir, filmé comme une scène de cauchemar, avec un sound design glaçant et une mise en scène impactante. Pas d'héroïsme, pas de rédemption, juste deux mecs brisés qui se battent pour une illusion. There is no end. Always. Not a John. Et c'est ça le plus fou. Le jour du jugement n'est pas juste une suite, c'est une déconstruction complète de la saga. Un film qui ose prendre tout ce qui avait été mis en place et le retourner contre lui-même. Tout ça pour proposer une vision désenchantée du concept même du soldat universel. Quand j'ai terminé le film, je n'en revenais pas. J'étais scié par ce que je venais de voir. J'ai pris une claque comme rarement j'en ai eu, tellement la surprise était immense. Alors oui, le film est maladroit sur plein d'aspects, il peut même paraître assez maniéré parfois, mais il te fait une vraie proposition forte, qui ne laisse pas indifférent. Universal Soldier, c'est sans doute l'une des évolutions les plus surprenantes et fascinantes qu'ait connue une franchise d'action. Un petit miracle qu'on ne voit pas si souvent. On parle quand même d'une saga qui débute comme un blockbuster typique du début des années 90, avec ses gros bras huilés, ses punchlines, ses ralentis et sa structure ultra classique, pour virer progressivement vers l'œuvre expérimentale, à la frontière du cauchemar. Au fond, Universal Soldier est presque une métaphore de son propre parcours, une créature formatée pour plaire aux foules, puis réanimée, remodelée, jusqu'à devenir autre chose. Quelque chose de plus étrange, plus libre, presque incontrôlable. Une saga qui ose se réinventer, quand tout le monde l'avait déjà enterrée. Et c'est peut-être ça la plus belle leçon à retenir. Parfois, les suites qu'on pensait condamnées à la médiocrité sont celles qui parviennent à toucher du doigt l'inattendu, à trouver une forme de poésie dans le chaos.